Je vais vous parler aujourd'hui des idées politiques de Dostoïevski dans son grand roman politique Les démons. Je vais vous parler de Netchaïev, je vais vous parler du délire utopique et je vais vous parler de Chatov. Avant ça, juste une remarque sur ce qui est mis en exergue de ce roman Les démons. Citation, extrait de l'évangile de Luc, qui raconte un épisode de la vie de Jésus lorsque Jésus rencontre quelqu'un qui est possédé par des démons et il vit sans vêtements en habitant dans des tombeaux. Et la présence de Jésus fait que les démons qui le possèdent entrent en transe, vont fuir dans un troupeau de cochons qui se trouve à proximité et les cochons vont se précipiter dans un lac où ils disparaissent. Ça, pour Dostoïevski, ça veut dire une chose importante. Ça veut dire que la Russie est possédée par des démons. Ces démons proviennent de l'Europe, en particulier de la France. Ces démons séduisent, ces démons prolifèrent dans le corps du peuple russe. Ces démons détruisent les traditions, l'identité collective du peuple russe, et seule l'icône, la puissance spirituelle de Jésus peut les faire fuir en conduisant le peuple à retrouver ses traditions orthodoxe et par là même le salut. Première chose donc, le personnage de Netchaïev. Netchaïev, c'est donc quelqu'un qui a réellement existé, c'est quelqu'un qui a participé à l'assassinat de l'étudiant Ivanov, c'est quelqu'un qui est passé en procès, qui a été condamné, et c'est quelqu'un qui a écrit avec Bakounine un texte tout à fait extraordinaire, qui fait quelques pages, que je vous conseille de lire, parce qu'on le trouve sur Internet, le catéchisme du révolutionnaire. À ne pas confondre avec le catéchisme révolutionnaire qui lui a été écrit quelques années auparavant uniquement par Bakounine. Il faut savoir que les opposants au régime du tsar en Russie sont passés par 3 étapes. Première étape, une opposition intellectuelle. Défense des livres qui étaient censurés, circulation clandestine de livres imprimés en Suisse, en France ou en Angleterre, échec complet. Deuxième étape, ces intellectuels vont chercher à se rapprocher du peuple, à aller diffuser leurs idées qu'ils pensent être justes auprès du peuple. En diffusant les textes, en diffusant des tracts, deuxième échec complet, 90% de la population russe est analphabète. Lorsque les serfs recevaient un tract, ils allaient demander au pope de leur traduire, et la première chose que faisait le pope, c'est d'appeler la police du tsar, l'Okhrana. À ce moment-là, troisième étape, les intellectuels vont décider de passer à la lutte armée, en posant assez rapidement 2 principes. Premier principe, la fin justifie les moyens. Vu que la fin est juste, tous les moyens sont bons. Et deuxième principe, qu'on trouve en particulier dans le texte de Bakounine et Netchaïev, les pires sont les meilleurs. Il faut s'allier avec les plus anciens révoltés contre la police du tsar, les délinquants. Les délinquants du droit commun, les voleurs, les assassins, etc. À noter 2 choses. Première chose, ce sont les enfants de la noblesse et les enfants de la haute bourgeoisie qui vont être les principaux acteurs de ces mouvements terroristes. On trouve là quelque chose qui prépare une sentence de Mao Tse-tung
le poisson pourri par la tête. Deuxième chose à noter, ces groupes, en particulier anarchistes, il faut se rappeler qu'à l'époque, Bakounine est beaucoup plus connu que Marx. Bakounine est un très grand orateur, Bakounine est présent dès qu'il y a une révolte quelque part en Europe. Marx est quelqu'un qui vit dans ses bibliothèques et qui est un très mauvais orateur. Ces groupes anarchistes qui veulent donc aboutir au dépérissement de l'État commencent par créer une organisation parfaitement despotique. Ils se donnent des noms secrets, ils signent un engagement de soumission complète et ils sont totalement soumis à la dictature du chef fondateur, en particulier donc Bakounine. Netchaïev fonde un groupe anarchiste en Russie. Ce groupe anarchiste s'appelle soit la Société de la Hache, soit la Vindicte du peuple. Et il en est le chef absolu, lui-même soumis aux ordres qu'il s'envoie à lui-même. Il se fait passer aussi pour un représentant d'une société révolutionnaire internationale, qui en fait n'existe pas du tout. Et comme ils sont régulièrement pourchassés par l'Okhrana, la police secrète du tsar, ils posent comme principe droit de se débarrasser de toutes les personnes suspectes. Et le grand danger, c'est que dans ce genre de groupe secret, tout le monde est suspect. En particulier, ils signent tous la déclaration contre la police, la déclaration de la soumission complète au catéchisme du révolutionnaire, avec cet article 6. Le révolutionnaire doit être prêt à périr lui-même et à faire périr de sa main tout ce qui empêche l'accomplissement de la révolution. Il va y avoir un conflit entre Netchaïev et Ivanov. Ivanov commence à avoir des soupçons que le comité central qui donne toujours raison à Netchaïev n'existe pas. Il va avoir le soupçon aussi que ce que n'arrête pas de dire Netchaïev, c'est-à-dire qu'il y a des cellules partout en Russie qui n'attendent que l'ordre pour se soulever, est en fait une fiction. Cette prolifération des cellules est inexistante. Comme Ivanov a des soupçons, Netchaïev va organiser une réunion secrète pour décider l'assassinat d'Ivanov. Ils vont attirer Ivanov dans un piège, dans une grotte, dans le parc de Moscou de l'Institut agronomique. Ils vont assassiner Netchaïev et ils vont jeter son corps dans un étang qui est tout proche, en pensant qu'on ne retrouvera pas son corps avant les 3 ans du curage de l'étang. Donc, 29 novembre 1869, Ivanov est assassiné. Le roman de Dostoïevski est extrêmement fidèle à ce qui s'est réellement passé. En fait, les meurtriers sont rapidement découverts. Netchaïev, lui, réussit à s'enfuir. Il sera arrêté simplement en 1872 en Suisse et livré à ce moment-là à la Russie. En 1873, procès. Il est condamné à 20 ans de travaux forcés qu'il ne fera pas. Il restera constamment en prison à la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg et il mourra du scorbut en 1882. Jugement de Bakounine sur Netchaïev. Un spécimen de ces jeunes fanatiques qui ne doutent de rien et qui ne craignent rien, et qui ont posé pour principe qu'il en doit périr sous la main du gouvernement beaucoup, mais qu'on ne se reposera pas un instant jusqu'à ce que le peuple se soit soulevé. Ils sont admirables, ces jeunes fanatiques, des croyants sans Dieu,
et des héros sans phrase. Voilà, ça c'est le personnage de Netchaïev, qui va être transposé par Dostoïevski. Ivanov va devenir Chatov. Au départ, il est membre du groupe terroriste, puis il s'en est éloigné en devenant de plus en plus slavophile, exactement comme Dostoïevski. Il va être assassiné par les démons, parce que ceux-là vivent dans la paranoïa du soupçon, et qu'en plus de ça, ils ont l'idée que si jamais on assassine ensemble quelqu'un qu'on fait passer pour un traître, ça va souder les démons. Plus personne n'osera les dénoncer à la police. Enfin, dernière chose qu'on voit aussi dans le roman Les démons, Dostoïevski transpose ce qu'il a vu dans la Commune de Paris. Rôle important des délinquants, rôle important des dénonciations anonymes, désarroi complet des autorités et des couches moyennes occidentalisées, et enfin, ce que l'on trouve dans toute la fin du roman Les démons, l'incendie des Tuileries et du Louvre.